Introduction. Est-ce que je fais une introduction ou pas? Euh, Bonne question. Comment ça se passe au boulot là en ce moment, aujourd'hui? Aujourd'hui, grosse journée parce qu'on a lancé un nouveau client qui a plus de 500 employés, donc fallait s'assurer que tout se passe bien. Il y a eu pas mal de support clients, ils ont logiquement des petites questions, donc grosse journée, mais ça a été. Pas de gros stress, donc assez prenant. Il faut pas faire d'erreur, mais c'était intéressant. Mhm. Ouais. Et genre là en ce moment, c'est quoi ta journée type un peu? Si tu dois un peu ce que tu fais là et Ouais. t'as pas mal de réunions, tout ça, mais explique un peu ton comme ça justement par rapport à ce que tu disais avant là, Ouais. tu m'expliques un peu plus ton rôle et comme ça nous permet de remettre un peu du contexte par rapport à la fois passée quoi. Ouais, ben moi chez Execo, je suis responsable des opérations, donc c'est assez large comme terme. Comme je suis le premier employé, je fais quand même un peu de tout au final, et je suis un Ouais. peu dans l'équipe de management. Euh, mais donc on doit plus faire de démarchage commercial nous, parce que c'est le groupe français avec lequel on travaille qui le fait. Donc j'ai plus de rendez-vous clients à faire, mais on a tout le support client et l'accompagnement client une fois qu'il a signé à faire. Donc ça, on a quand même pas mal d'appels avec nos gros clients pour être sûr que tout est bien en place, qu'ils passent bien des commandes chaque mois, etc. Donc ça, c'est quand même une partie. J'ai quand même un ou deux appels, enfin trois ou quatre ou cinq par semaine là-dessus. Mhm. Mais après, le principal de mon boulot, c'est quand même de la gestion plutôt en interne, en s'assurant que tout le monde avance dans la même direction et dans le même rythme, donc que ce soit l'équipe support, l'équipe de développement, l'équipe qui gère les commerciaux, l'équipe marketing, qu'on fasse les bonnes campagnes marketing, si tu veux, dans le même temps que les développements du produit fait par l'équipe technique, soit, tu vois, que ce soit dans le même temps. Mhm. Donc, c'est principalement ça. Donc, c'est pas mal de réunions d'équipe entre nous, Ouais. ou de l'organisation pour être sûr que tout le monde a les bons outils, les utilise bien, que la communication se passe bien aussi, parce que quand une équipe grandit, il faut que l'information circule bien pour pas qu'il y ait des zones d'ombre chez certains ou qu'on donne une mauvaise information à un client alors que c'est pas le cas. Donc c'est pas mal de gestion en interne au final. Donc tu gères les gens en fait quoi. Tu t'occupes des gens quoi. Ouais, mais après je garde quand même une partie quand même opérationnelle où il y a aussi souvent des clients auxquels je réponds directement et je prends le point moi directement. C'est pas non plus, on n'est pas une équipe de 200 personnes Mhm. où toutes les équipes font tout et je suis juste au-dessus à chapeauter. Mais comme je suis premier employé, je suis là depuis longtemps, je suis quand même un peu le référent et je suis le garant de pas mal d'informations. Donc souvent, quand il y a un problème plus épineux, on me demande à moi, qu'est-ce que tu en penses, comment est-ce qu'on ferait ça? Et après, c'est soit moi qui règle le problème directement avec le client, soit c'est une autre personne qui le fait avec mon information où je lui dis, ben, va demander à l'équipe technique. Et donc c'est moi qui dispatche un peu avec Rodolphe et Alexis euh, entre tous ces rôles-là, quoi. Et t'as une équipe de combien de personnes là, chez Execo là en ce moment? On est une quinzaine maintenant, je crois qu'on est 16 si je me trompe pas, donc 15 peut-être. Avec, je pense que c'est moitié-moitié. Moitié, c'est des développeurs informaticiens qui développent le produit, Ouais. mais qui sont dans les bureaux. On les a pas externalisés, ils sont pas dans un autre pays. Ils parlent tous français, ils sont tous dans les bureaux. Et l'autre partie est côté plutôt business, comme on dit, donc avec une personne qui s'occupe du marketing, du commercial, quelques-uns du support. Il y a Rodolphe, il y a moi qui s'occupe plus des opérations. Il y a une RH aussi. Il y a quelqu'un qui s'occupe de la comptabilité des finances, parce qu'on a pas mal de flux financiers. Mhm. Et donc, ça fait plus ou moins 7-7. Je crois qu'on est 14 ou 15. Et toi, tu t'occupes des 7 côté business ou bien de tout le monde? Ben, je m'occupe plutôt quand même, je suis plus en relation avec enfin, j'ai un peu un rôle transversal parce que euh, dès qu'il y a une demande d'un client ou un bug ou quelqu'un qui veut améliorer quelque chose sur le produit, nous, on doit le centraliser côté business et puis après le remonter à l'équipe technique. Donc, en fait, la communication entre les deux équipes est très importante. Et donc, on fait des réunions hebdomadaires et même plus souvent que ça avec Alexis, qui est responsable de l'équipe technique, et Rodolphe et moi, qui sont plus côté business, pour être sûr qu'ils développent le produit dans la bonne direction, que ce que nos clients veulent, ce que le groupe français avec qui on travaille veulent, et l'innovation qu'on veut nous aussi apporter, parce que souvent les nouvelles idées viennent du marché, donc des clients, et donc nous, on doit tenir au courant l'équipe technique pour qu'ils avancent dans la direction qu'on veuille, quoi, tu vois.
Mhm. Donc au final, je travaille pas avec eux en direct, mais on fait le pont d'information et de communication entre l'équipe technique qui a quand même d'autres outils, qui a une manière de fonctionner différente, des cerveaux aussi différents. Et on doit vraiment s'assurer que l'information circule bien entre les deux pôles, les deux grands pôles de l'entreprise, quoi. Donc c'est un peu ça le gros challenge pour le moment. Comme on grandit, il y a des nouvelles personnes qui arrivent des deux côtés. Faut être sûr que les informations circulent bien et que tout avance dans la même direction, que ce soit côté business et côté technique. Et ça se passe bien d'ailleurs, en fait, entre les différentes personnalités, avec les développeurs d'un côté, et puis les gens plus business, etc. Enfin, je veux dire, il y a pas des incompréhensions un peu, ou des profils un peu spéciaux qui t'arrivent un peu à mettre un peu de l'huile dans tout ça, ou, enfin, ou, je veux dire, ils s'entendent bien, ou... Ouais, c'est clair que c'est quand même une boîte qui grandit et qui a une partie technique et une partie commerciale avec des profils différents et donc du coup des cerveaux différents aussi. C'est clair que c'est maintenant notre plus gros challenge. Si on grandit bien et que notre croissance va être assurée, ce sera parce on aura réussi à relever ce challenge-là. Donc, on met pas mal d'outils en place. Il y a pas mal de réunions aussi en place, alors qu'avant, on faisait souvent pas beaucoup de réunions pour pas perdre de temps, comme on était une petite équipe. Maintenant, on se rend compte qu'on va faire plus circuler l'information. Donc, on fait des réunions d'équipe avec tous ensemble. On essaie de limiter au maximum parce que ça coûte de l'argent de faire des équipes tous ensemble et ça nous prend du temps. Mais on se rend compte que c'est nécessaire. Et honnêtement, ça se passe bien. De un, parce que Alexis, qui est responsable technique, a fait des études aussi d'économie. Donc, à toute cette partie-là, elle n'est pas que un technicien. Il a aussi quand même cette partie-là. Il a le souci du client, parce que souvent, les personnes plus techniques codent le produit, mais sans penser à plus loin, voir ce que le client, s'il sera satisfait avec ça, si ça peut être clair pour lui ou non. Et lui, il a vraiment ce côté-là des deux, enfin, il a vraiment les deux côtés. Donc ça, c'est assez intéressant de travailler avec lui. Il sait comment faire le produit, mais il sait aussi comment bien présenter le produit au client pour que ce soit clair et que parce qu'un produit qui se vend pas et qui n'est pas clair ne sert à rien. Et de l'autre côté, avoir des bonnes idées pour un produit, mais ne pas savoir développer le produit, ça marche pas non plus. Donc, il faut vraiment les deux côtés. Et ça, Alexis fait bien le pont entre les deux. Et plus, comme je te disais, Rodolphe et moi, on est un peu garant que Alexis garde le bon cap aussi, qu'on fasse remonter les bonnes infos du côté business vers Alexis, et lui centralise tout et dispatche entre l'équipe technique. Donc c'est un peu une nouvelle organisation, mais ça se passe bien. Donc ouais, à voir quand on va encore plus grandir. Mais Et quand tu dis que vous êtes les garants, Rodolphe et toi, c'est quoi? C'est vous faites ces réunions, euh, tu décides ou tu refixes le cap de la boîte. ouais, Concrètement, c'est quoi? C'est tu refais une petite réunion pour l'équipe technique ou pour l'équipe business, où tu crées des slides, ou bien tu envoies un mail, ou bien c'est plus du coaching one-to-one où tu vas derrière eux en leur disant un peu plus quoi faire, ouais. ou tu les laisses libres et tu les attends de venir vers toi et tu les reprends un peu dès qu'ils ont besoin d'un feedback ou dès qu'ils font une erreur. Enfin, c'est comment que t'as Ouais, fait ça, quoi, en fait, tu vois un peu. ouais. Mais en fait, il y a deux choses. On fait des réunions. Du coup, il y a aussi Benjamin qui est un peu maintenant qui est là depuis longtemps, qui est responsable commercial, qui fait remonter pas mal de choses, qui est fort en relation avec le groupe français avec lequel on travaille. Mm. Donc, on fait des réunions une fois par mois à quatre pour discuter des grosses priorités du mois à venir. Et toutes les semaines, on fait un meeting qu'on appelle le meeting priorité, où on parle des 4, 5, 6 priorités qu'on doit garder en tête, que l'équipe développement, donc technique, doit mettre le focus dessus. Et nous, côté business, qu'est-ce que on doit vraiment faire attention au niveau des clients et mettre l'accent dessus, quoi. Donc ça, c'est des meetings priorités, une fois par mois tous ensemble pour parler un peu plus stratégie et une fois par semaine carrément pour passer en revue les 4, 5, 6 priorités du moment pour être sûr qu'on avance dans la même direction et à la même vitesse, si tu veux. Et ces priorités changent. Et ces priorités changent assez vite Ouais. parce qu'on est en pleine croissance, il y a des nouveaux clients qui arrivent, on dépend d'un groupe français qui eux aussi ont des attentes. Donc ça vient un peu de partout, si tu veux, et nous on centralise et on se dit, mais où est-ce qu'on veut être dans 2, 3, 4, 6 mois? Et donc, quelles sont les grosses priorités? Parce qu'on peut pas tout faire, on n'est pas une équipe de 200 personnes. On doit clairement mettre des priorités et dire, ben ça, on met de côté pour le moment, tant pis, c'était un choix de truc. Mais on va plutôt mettre le focus là-dessus parce que c'est plus important. On juge que c'est plus important, quoi. Et donc, on passe en revue tous ces topics-là et on se dit, ben voilà, quel est le gros point bloquant du moment? Ben ça, on doit le régler. Quel est le gros point qui va nous faire ramener des clients dans les 2, 3 mois à venir? Ben ça, on doit le faire. Et quels sont les 2, 3 gros points qui viennent peut-être des retours terrain ou du groupe up, donc le groupe français avec lequel on bosse, quoi. Et donc ça, c'est deux très importantes.
Mais une fois que c'est fait ça, il faut, comme tu dis, le répartir auprès des équipes plutôt qui sont sur le terrain, quoi. Donc nous, côté business, on a un outil qui s'appelle ClickUp, qui est un outil de gestion de projet qui est vraiment très bien fait, où on peut tout centraliser là-dessus, on peut même mettre des priorités dessus, on peut taguer des personnes, on peut mettre des dates d'échéance, on peut mettre des commentaires dans la tâche. Donc on peut dire par exemple s'il y a une grosse priorité, on peut mettre priorité très haute et mettre en commentaire, Benjamin, je suis chaud que tu fasses ça pour la semaine prochaine parce que ça devient urgent, tu vois. Donc ça, c'est un outil côté business qui est gestion de projet. Et il y a un autre outil qui s'appelle Jira qui est plus axé technique, mais qui est le même principe, et qui est aussi un outil de gestion de projet, mais côté technique, et donc qu'Alexis gère de son côté, quoi, avec les développeurs. Et lui, pour aller un peu plus loin dans sa gestion d'équipe côté technique, il fait un appel tous les matins à 9h30 pour que chaque personne de l'équipe technique dise ce sur quoi il va bosser dans la journée, ce sur quoi il a bossé la veille. Et s'il a des questions, ils peuvent poser des questions à Alexis. Parce que parfois, ils sont en bloqué, ils sont en télétravail. Et donc, comme ça, il est sûr que tout avance bien. Il n'y a personne qui est bloqué, il n'y a personne qui n'a pas de réponse. Et tout le monde sait sur quoi tout le monde avance. Côté technique, hein, je dis. Et ça lui prend pas jusque midi pour faire ça? Je veux dire, ça va assez vite ou? Ouais, c'est une demi-heure maximum où chacun dit en 5 minutes ce sur quoi il a bossé, ce sur quoi il veut bosser Ouais, ce jour-ci et les points bloquants. ouais, c'est ça. Mais ils ont aussi un outil qui centralise tout, toutes les tâches qu'ils ont, qui sont documentées et écrites, hein. Mais c'est juste là, à l'oral, c'est plus facile de tous les jours faire ça. Donc il y a un peu des manières de fonctionner différentes entre l'équipe technique et l'équipe business. Eux, c'est tous les jours et nous, c'est plutôt, on fait ça aussi côté business, mais plutôt toutes les semaines. L'équipe marketing se réunit et dit voilà, qu'est-ce qu'on a fait cette semaine, qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine, et ils redéfinissent les grosses tâches à faire, quoi. Ouais, donc en fait, j'avais pas compris à ce point-là. En fait, c'est vraiment un travail c'est comme un coach, quoi. C'est comme un manager d'une équipe de foot, par Ouais, exemple. exactement. En fait, vous êtes une boîte, c'est-à-dire vous êtes, Ouais, il y a plein d'employés, enfin de mecs qui utilisent leur force de production, quoi, de travail. ouais, Toi, ton but, c'est de tenir le gouvernail, quoi. En fait, c'est de leur dire, vous ramez par là, ramez par là, la direction, c'est ça cette semaine, elle va changer la semaine prochaine. exactement. Exactement. Et en fait, Alexis, au début, il était tout seul côté technique. Donc, lui, il devait développer l'application. Et donc, du coup, il avait les mains dans le cambouis, comme on dit, tu vois. Donc, lui, il faisait du développement. Et maintenant, comme il a, je crois, 5 développeurs ou 6 développeurs en dessous de lui, il dit, ça fait 6 mois, 1 an qu'il a plus développé du tout. Il fait que de la gestion de projet, quoi. Ouais. Donc, en fait, lui, il fait des réunions avec nous pour voir quelles sont les priorités. Ouais, c'est ça. Et après, il les découpe, en fait, en tâches et pour être sûr que ce soit fait au bon moment, parce que eux, ils ont quand même pas mal d'étapes. Ils doivent tester avant de lancer en production. Ils doivent développer le truc. Ils doivent tester plusieurs fois. Ils doivent nous faire tester nous. Et donc, il y a plusieurs étapes. Et donc, si nous, dans le priorité meeting, on dit que en juillet, on aura besoin de ça, lui, d'ici là, il doit découper ça en une trentaine de petites tâches qui répartit dans toute son équipe technique pour être sûr que tout le monde ait assez de travail ou pas trop de travail, donc pour pas être en burn-out, mais pas trop glandé. Et pour être sûr qu'en juin, tout aura été testé, mis en production et que nous, côté client, on pourra dire au client, mais voilà, ça a été lancé, vous pouvez y aller, quoi, tu vois. Ouais, je vois. Donc c'est du planning en fonction de la roadmap générale où il y a la grosse stratégie, où est-ce qu'on veut être dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Et lui, il découpe ça il morcelle ça, en fait, en petites tâches. Et nous, on fait la même chose côté business aussi pour le marketing, le commercial, etc. Et toi, dans ce nouveau rôle de manager, quand même, quoi, qui te prend une grosse partie de ton temps, c'est quoi ta force principale là-dedans? Ma force principale, je dirais, ouais, il y en a peut-être 2, c'est que je suis très rigoureux. Donc en fait, il y a des demandes qui viennent de partout. Là, ça peut paraître simple, ça peut paraître très structuré ce que je te dis, mais il y a des demandes parfois qui arrivent à l'oral. Il y a des demandes parfois qui arrivent par mail du groupe français. Parfois, je discute d'un truc avec Rodolphe. Donc il faut le documenter dans notre outil de gestion de projet. Il faut vérifier que toutes les tâches soient bien à jour. Pour être sûr qu'il n'y en ait pas un qui a oublié une tâche, ça fait 2 semaines et que du coup, ça nous mette dans l'embarras. Donc en fait, être très rigoureux, c'est une qualité. Ne pas passer à côté d'un mail, pas passer à côté d'un message peut-être de quelqu'un qui a besoin de mon info et qui est bloqué si je lui donne pas son info. Tu vois. Donc ça, c'est une première qualité quand même importante. Et Alexis là aussi. Fiable, quoi. Ouais, c'est ça. Fiable, rapide dans l'exécution peut-être aussi. Et après, je dirais peut-être la deuxième qualité qui est importante pour ce rôle-là, c'est donc la première, c'est rigueur, organisation. Deuxième, c'est quand même la qualité
être un bon communicant et bien s'entendre avec beaucoup de types de personnes. Parce que je suis quand même beaucoup en relation avec l'équipe de développement et je leur donne des tâches à faire aussi via Alexis. Donc je discute pas mal avec eux, ils me demandent d'expliquer pourquoi je veux ça. Donc je dois parler un peu leur langage. Je dois discuter avec le groupe up avec lequel on travaille où ça c'est plus politique et donc ça il faut mettre un peu les formes. Je dois parfois discuter avec des clients. Je dois en interne côté business aussi m'assurer que tout le monde est en forme et travaille bien. Et puis j'ai aussi des tâches à moi à faire de mon côté. Donc le côté communicant, bien s'entendre avec tout le monde, plus la rigueur et ce que Rodolphe dit souvent, l'excellence opérationnelle. On ne peut pas se permettre là de pas être excellent au niveau opérationnel, sinon on va perdre des clients. Donc ces deux côtés-là, je dirais, fait que cette fonction-là me convient bien. Et, Après, et il y a d'autres choses que je fais moins bien, hein, mais ouais, justement, ta faiblesse, ou le truc que sur lequel tu devrais t'améliorer, ou que tu fais un peu moins bien, ou tu dirais quoi? mais je dirais quand même, comme j'ai beaucoup la tête dedans, je prends un peu moins de recul du coup. Comme on a beaucoup eu de sprint à faire, on a eu une grosse croissance, il faut délivrer assez vite. J'arrive à prendre du recul, mais je devrais plus prendre le temps de prendre du recul, si tu veux, si tu vois ce que je veux dire. Ah oui, Et donc du coup, je perds un peu ce côté créatif, et peut-être sans doute que Rodolphe l'a beaucoup plus que moi. C'est lui qui a lancé Execo. C'est lui qui arrive souvent avec des idées un peu plus innovantes. oui. Peut-être parce qu'il a un peu moins la tête dedans dans l'opérationnel jour le jour. Il a plus le temps maintenant, comme on est plus grand, de penser à ça. Mais il a quand même plus ce profil-là de réfléchir à 6 coups d'avance. Qu'est-ce qu'on veut? Ok, c'est bien de délivrer maintenant et de développer le produit maintenant, mais qu'est-ce qui va nous faire passer le next step dans 3 ans, quoi, tu vois? Mhm. Et je sens que je l'ai pas loin au fond de moi. Et en discutant avec Rodolphe, je suis pas non plus gauche à ce niveau-là, mais c'est moins inné chez moi en fait cette partie-là. Mhm. Ouais. Mais ça veut, C'est peut-être parce que j'ai la tête dedans, hein, mais ah, c'est ça, et ça peut peut-être venir avec l'expérience ou avec le temps. ouais, tout à fait. Mais c'est un truc, ça ou autre chose, hein, mais je me demandais aussi, enfin, je veux dire, c'est un point où c'est un rôle ou une partie de ton rôle que t'aimerais bien, que t'aimerais bien développer, ou je veux dire, que t'aimerais bien plus même utiliser ou faire, à l'avenir, ou bien tu vois autre chose enfin, quel rôle t'aimerais bien prendre, en fait, dans le futur d'Execo, ou même dans votre prochaine Ouais. boîte ou dans ton prochain boulot, quoi? Mais moi, j'aime beaucoup le rôle que je fais maintenant Ouais. parce que ça demande beaucoup de polyvalence, ça demande beaucoup de tâches très variées. Et ça, comme un peu comme tu le sais en sport ou dans d'autres choses dans la vie, j'aime bien faire pas mal de choses différentes. Traîner avec des gens différents, donc là au boulot, ça me permet ça. Faire des activités différentes. J'aime pas faire, par exemple, que du tennis depuis que je suis tout petit. J'aime bien faire différents sports. Pour prendre l'exemple du sport, Mmh. c'est la même chose dans pas mal de choses différentes. Même dans la nourriture, j'aime bien manger des choses très différentes tout le temps et pas toujours la même chose. Donc ça me plaît vraiment bien, ce rôle un peu de manager au final. Ouais. Mais comme on est une petite structure, mon rôle de manager reste quand même pas mal opérationnel. Donc j'ai pas mal de tâches à faire opérationnellement parlant, tu vois. Donc moins réfléchir à la stratégie, même si je le fais quand même pas mal avec Rodolphe. Mmh. Et donc pourquoi pas avoir ce même rôle, je pense qu'il me convient bien et je suis pas mal épanoui dedans, mais avec une dimension un peu plus à terme, peut-être chez Execo, parce qu'on va grandir encore, plus stratégique et devoir moins répondre à des clients de manière opérationnelle, de manière day-to-day, et plutôt réfléchir encore plus à la structure et l'agencement des équipes et le futur d'Execo, tu vois. Ouais. Donc ce même rôle, mais avec un peu plus de hauteur encore. Et ça va venir avec l'agrandissement de l'équipe, je pense. Ouais, c'est ça. Même dans Execo, pas forcément dans les prochaines, boîtes ou jobs que tu vas voir, quoi. Ouais, ouais, c'est ça, exactement. Ouais, ouais, c'est intéressant. Parce qu'il y a des project managers, en fait, dans toutes les boîtes, à tous les niveaux. Il y a des project managers qui font des tout petits projets avec 1 ou 2 personnes. Ouais. Et après, il y a, par exemple, chez Moniz, avec qui on travaille aussi. Avant, il y avait le responsable qui est project manager slash responsable innovation. Et donc, c'est lui qui était responsable en projet de toutes les nouveaux partenariats qu'ils avaient, tu vois. Et Mmh. donc, ça, c'était quand même assez créatif et innovant. Il devait démarcher des nouvelles entreprises avec lesquelles il pourrait s'associer pour innover, lancer des nouveaux produits au sein de Moniz, tu vois. Et Mmh. donc, ça reste du project management où il faut être très rigoureux, bien s'entendre avec beaucoup de personnes, mais tout en ayant un côté créatif en disant, ben, on va contacter ces startups-là qui travaillent peut-être dans la mobilité douce et on va mettre en place quelque chose avec eux, tu vois. Je donne un exemple, mais donc ce rôle-là me convient pas mal, ouais. Et Rodolphe, lui, du coup, qui a plus ce rôle-là de, créatif, visionnaire, c'est lui qui est vraiment au sommet de la pyramide ou qui tire les rênes, quoi. Ouais.
et qui peut plus prendre du recul par rapport au moyen ou au long terme, si je te comprends bien. Ouais. Est-ce que lui, à l'inverse, est-ce qu'il a déjà fait, dans une certaine mesure, j'imagine que oui, mais Ouais. est-ce qu'il est bon ou pas? Enfin, qu'est-ce que tu peux dire sur son rôle, ses forces et ses faiblesses principales, hein, Ouais. mais aussi son lien avec justement l'opérationnel et le management un peu micro, à petite échelle, quoi. Tu vois? Ouais. Ou est-ce que c'est pas dans ce qu'il aime faire, quoi? Bah, clairement, il a dû le faire parce qu'il a lancé Execo. Au début, on était 2, donc il a dû faire beaucoup l'opérationnel. C'est lui qui a démarché les premiers clients. Ouais. Il a dû faire du support aussi. Il faisait de la compta au début avec moi, donc ça c'est vraiment de l'opérationnel. Même du côté financier, gérer les finances, voir si tous les flux financiers se passent bien. Ouais. Donc il a clairement fait beaucoup l'opérationnel. Là, il a pris un peu de hauteur parce qu'on en avait besoin aussi. On peut pas se permettre de continuer à avancer la tête dans le guidon sans savoir où on va, tu vois. Sinon, peut-être qu'on allait droit dans le mur. Donc c'est un peu l'évolution qui a fait que il a pris ce rôle-là, mais clairement en analysant ses forces et ses faiblesses, moi je dirais vraiment que c'est un rôle qui lui va bien parce qu'il est très curieux, donc il se renseigne toujours sur des nouvelles choses. Il est abonné à plein de newsletters que ce soit sur notre marché dans lequel on travaille, donc des avantages pour employés ou d'autres marchés. Il reste au courant du système bancaire parce que peut-être que ça peut lui donner des bonnes idées. Il a souvent des appels avec d'autres startups pour prendre aussi des bonnes idées à gauche à droite. Donc il a vraiment ce profil-là curieux, je dirais, et du coup ça pousse à l'innovation et il a des bonnes idées et il grouille d'idées, quoi, si tu veux. Et il grouille d'idées, non pas, il est innovant aussi, enfin, il est innovant dans les grosses décisions stratégiques et plutôt long terme de la boîte, mais aussi pour des petites choses, il est assez créatif, quoi. Ouais. Pour peut-être même trouver une nouvelle manière de fonctionner dans l'entreprise, tu vois, il va dire ah mais pourquoi on n'utiliserait pas cet outil-là, ça nous aiderait bien. Et assez fonceur à ce niveau-là, il dit ouais on teste, pas grave, on paye un mois, tant pis, ça aura vécu le coup de tester, tu vois. Et donc dans ce profil-là, il a quand même plus cette partie-là que moi. Et même si niveau opérationnel, il a été très bon depuis le début, vu qu'il a lancé Execo, il avait quand même cette partie rigoureuse, organisationnelle du début. Mais si je dois dire plutôt son profil in fine qui lui convient le mieux, c'est quand même le profil qu'il a maintenant et le rôle qu'il a maintenant. Et il préfère ça, tu crois? Ouais, 200% sûr, ouais. Ouais, c'est ça. Il a déjà fait le sale boulot, entre guillemets, ou le début, et maintenant qu'il est lancé, il est content d'être un peu là-haut, détaché, à pouvoir réfléchir avec plus de hauteur, quoi. Ouais, c'est ça. Et un peu comme moi, il est aussi très bon relationnellement parlant et communicant, donc il s'entend bien avec tout le monde aussi, que ce soit au sein du groupe Up ou dans lequel c'est très politique. Donc là, par exemple, cette semaine-ci, il est en séminaire avec le groupe Up, avec tous les dirigeants du groupe Up. Mais là, il fait que de la politique où il doit bien se présenter et logiquement bien parler de notre produit, etc. Et voir un peu réfléchir à quel pourrait être le futur d'Execo au sein de ce groupe, si tu veux. Donc ça, c'est toute une partie politique. Et après, au sein de l'équipe, il s'entend bien avec tout le monde aussi. Et comme je te dis, il vient souvent avec des innovations, des petites idées innovatrices, même côté opérationnel, pour redonner un petit élan à la boîte. Et il y a aussi donc cette capacité, là, enfin cette compétence, cette force qu'il a de, tu m'en as déjà parlé la fois passée ou à plusieurs autres reprises, mais et là tu viens un peu de la mentionner, mais même en one-to-one, quand il y a une négociation ou là, la dernière fois tu m'avais parlé qu'une fois vous aviez complètement emmerdé sur un truc ou foiré sur un truc. Ouais. Et il a rattrapé le coup en séduisant, entre guillemets, dans le bon sens du terme, le mec. Ouais, tout à fait. Et donc explique un peu plus cette capacité de négociation, mais c'est un peu plus que ça aussi, quoi, puisque c'est vraiment presque amical, quoi. En fait, il arrive à faire pote avec le gars ou. Ouais, exactement. Explique un peu c'est quoi cette compétence sociale qu'il a, quoi. Comment elle prend lieu, quoi. Tu vois. Ouais. Mais comme il est très marrant de un. Ouais. Et il lit bien, il crée bien des liens avec les gens, que ce soit tout type de personnes, des hommes, des femmes, des développeurs qui ont un. Donc c'est un type très extraverti, quoi. Enfin, très sociable, je veux dire. Ouais, très sociable. Je veux dire, même dans une sandwicherie à midi, il va parler à tout le monde, à la serveuse, au barman, etc., quoi. Ouais, exactement. Et il se nourrit, il aime bien parler avec plein de personnes et il reprend souvent d'ailleurs des expressions des gens, de la dame qui s'occupe de la sandwicherie ou d'une autre personne qui est plus haut placée chez le groupe Up, tu vois. Et donc il arrive à bien s'entendre avec tous ces types de personnes-là. Donc c'est un type qui il gagne de l'énergie en socialisant, quoi. Ouais, exactement. Moi, je pense, ouais. Beaucoup plus que moi.
Moi, je m'entends bien avec les gens, mais lui a plus cet entrain d'aller vers les autres. Il en a besoin. Ouais, c'est ça. Et c'est ça. Et je trouve que c'est ça sa force aussi. C'est comme tu as dit, dès qu'il y a un problème ou quelque chose, au lieu d'envoyer un mail ou d'envoyer un SMS et donc parler par écrit pour un peu se cacher derrière l'écrit ou un message vocal, il va directement appeler la personne et jouer franc jeu et dire ben voilà le problème, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour y aller Donc c'est pas vraiment la négociation, c'est plutôt être orienté solution, plus en s'entendant bien avec la personne et donc la personne en face peut pas refuser et dit bon ben ok, bon on va faire cette solution là, est-ce que ça te convient, oui non et donc du coup ça s'apaise et c'est réglé, tu vois. Mais ça tient à quoi, tu crois, toi qui l'as déjà vu à l'œuvre, si vraiment tu dois analyser le détail ou la psychologie de ce qu'il fait au moment même, Ouais. ça tient à quoi? Je veux dire, qu'est-ce qu'il fait? Comment il fait, quoi? C'est dur à dire parce que ça va aussi avec sa personnalité, donc c'est Ouais. dur à expliquer. Je peux pas donner un exemple comme ça. Non, mais tu vois un pattern ou un truc qui se répète ou qu'il utilise ou des trucs ou des astuces, c'est quoi? Il brise la glace et il va directement personnellement, alors que c'est une réunion, par exemple, professionnelle, ou tu vois, est-ce qu'il y a des choses qui... Ouais, c'est clair qu'il a pas peur, tout en restant professionnel, de briser la glace et parler de quelque chose de personnel ou faire une petite blague au début de l'appel ou même quand il rencontre personne, de faire une petite blague pour un peu directement, ouais, comme tu dis, briser la glace, quoi. Donc ça, je crois que c'est quand même une bonne technique qu'il a, même si c'est inné, donc c'est pas vraiment une technique, il le fait comme ça. Il le fait avec tout le monde. Et même au bureau, avec nous, entre collègues, quand il arrive le matin, il fait des blagues à tout le monde et la bonne humeur arrive au bureau, tu vois. Donc c'est très agréable de bosser avec lui. Et donc les gens qui sont en face, que ce soit un client ou quelqu'un d'autre, il a envie de parler avec lui et il s'entend bien directement avec lui et donc c'est plus facile après pour résoudre le problème ou trouver une solution, quoi. Donc c'est pas vraiment une technique précise, mais c'est plutôt, ouais, c'est clairement inné parce que je pense pas qu'il l'a appris. Il a Ouais. ça depuis petit, il m'a déjà expliqué, il s'entend bien avec tout le monde et il a aussi de la bonne conversation, Ouais. Il a mais du... tout en restant très professionnel parce que il a parfois des appels de 2 heures Mhm. très importants avec des, par exemple, notre système bancaire qui émet nos cartes Visa qu'on donne à nos clients. Donc ça, c'est des calls très techniques où il faut parler des finances, des cartes, de ce qu'est une banque, etc. Et donc là, il est très sérieux, mais tout en, il est très pro, tout en s'entendant bien avec la personne. Et donc, du coup, ça va Mhm. être plus facile de travailler ensemble, même s'il y a des points bloquants, ça va mieux se passer que si tu es juste froid et professionnel avec la personne, tu vois. Et il y a des profils, bon, pour toi, la question se pose moins, mais je peux tout à fait te la poser aussi. Mais pour Rodolphe, mais toi aussi, il y a des profils avec lesquels, certains profils, rares j'imagine, mais certains quand même, avec qui ça matche pas du tout. Ça va pas du tout, vraiment, qui sont repoussés ou qui sont pas du tout à l'aise ou que lui n'aime pas, ou ça marche avec tout le monde. Ben, comme il sait très bien s'adapter, ça marche souvent, enfin, ça marche quasi avec tout le monde. Mhm. Mais il a quand même certaines personnes, et moi aussi, on sent souvent pour les mêmes types de personnes, où on se dit: «Oh, cette personne-là, on la sent pas trop» et Ouais. donc là, du coup, il préfère pas travailler avec elle et il va pas plus loin. C'est pas des collègues, hein, parce que ceux-là, on les a recrutés nous, donc on les aime bien évidemment. Mais c'est plutôt des personnes externes qui pourraient être des partenaires qui nous contactent pour peut-être travailler avec eux et là, on a déjà eu quelques-uns, mais je me souviens plus comme ça, mais où on s'est dit après l'appel, où on a fait l'appel ensemble, on s'est dit: «Ouais, non, celui-là, il a l'air d'être opportuniste, ou il a l'air d'être un peu, entre guillemets, manipulateur ou tirer la couverture dans son sens. Ouais. Il nous sort des bons chiffres, mais on l'a un peu senti. Ça se sentait pas le naturel chez lui et donc du coup, il le sent assez vite et là, il s'en écarte un peu, logiquement». Mhm. Ouais, je vois. Et, ouais, ouais, je vois, je vois. Et en fait, quand tu réfléchis à tout ça, c'est quand même beaucoup de compétences ou de qualités sociales, quoi, tout ça. En tout cas, il y a de l'opérationnel, il y a beaucoup de choses, de la compta, il y a du management, enfin ça c'est des compétences sociales, mais enfin, Ouais, il y a beaucoup de choses. Il y a un outil technologique à développer, etc. Mais il y a ouais, beaucoup ouais, c'est de la gestion humaine. de choses humaines, quoi, et de relations humaines, quoi. Ah non, c'est clair, là, on s'en rend encore plus compte parce qu'avant, comme je te dis, Alexis développait le produit, nous, on s'occupait du business. On Ouais. était à 3 au bureau ou à 4 quand Kevin, un premier employé, arrivait aussi. Et donc là, on n'a même pas besoin de faire de réunion, on parlait, on était l'un en face de l'autre tout le temps, quoi, tu vois. Et on s'entendait bien parce qu'on était une plus petite boîte. Mais maintenant qu'on a un peu grandi, on se rend compte que pour que tout le monde soit à 100%, Mhm. il y a aussi toute une partie importante, c'est qu'il faut que tout le monde soit impliqué.
Nous, on est impliqués parce qu'on a des parts dans Execo, mais Ouais. les autres employés, ils reçoivent leur salaire et ils peuvent un peu bâcler leurs tâches, entre guillemets, s'ils veulent, parce qu'ils ont pas à gagner de faire grandir Execo. Donc, faut les impliquer dans le projet, tu vois. Mhm. Et donc ça, c'est pas évident non plus. Donc, faut, par exemple, les emmener dans le groupe en France. Ça, on doit encore faire. On l'a fait au début, mais on devrait le refaire. Mhm. Dans le groupe français pour leur montrer que voilà, tout ce qu'ils développent comme produit, par exemple les équipes techniques, ben, c'est destiné à tous les clients du groupe Up et aller leur montrer les bureaux du groupe Up va leur donner une dimension et leur faire comprendre qu'on développe un produit pour un gros marché et que ça va, la croissance arrive, quoi, tu vois. Ouais, je vois. Donc il y a toute cette réflexion-là et donc ça reste de la gestion humaine encore. Essayer que tout le monde avance dans la même direction et soit au plus proche des 100% tout le temps. Et grâce à ça, on avance plus vite, quoi. Et pour rester sur ce même sujet, Alexis, qui est pas un développeur classique, il Ouais, a aussi, en tout cas dans son genre, pour le peu que je connaisse, enfin à travers toi, mais ouais. une grosse compétence sociale ou relationnelle. Et chez lui, ça se représente comment? Ben c'est différent de Rodolphe et moi. Il s'entend aussi très bien avec tout le monde et tout le monde l'aime beaucoup dans l'entreprise, je pense. Et comme je t'ai dit, sa grande force, c'est il sait parler le langage des développeurs et répartir leurs tâches. Et il a la légitimité parce que c'est lui qui a développé le produit. Ouais. Tu vois, parce qu'il y a parfois des managers qui arrivent après et qui a jamais développé le produit. Il va dire, toi, tu fais cette tâche, toi, tu fais cette tâche, toi, tu fais cette tâche. Ouais. Tandis que là, c'est lui qui a développé tout le truc. Donc maintenant qu'il répartit les tâches, c'est lui qui a lancé la machine, qui a codé tout au début. Donc il a cette légitimité-là euh, pour donner les tâches. Et donc du coup, les développeurs qui arrivent dans son équipe sont plus à même à accepter ce qu'il dit et il a vraiment toute la connaissance au sein de lui et donc il est vraiment légitime comme j'ai dit, quoi. Ouais. Mais plus niveau relationnel, comme il a ce côté développeur où il sait bien parler ce langage-là et il a fait des études d'économie et il a pas mal traité avec des clients parce qu'il était indépendant avant aussi, donc il a tout ce côté clientèle qu'il a, fait que ça a développé chez lui quand même un bon sens relationnel. Mais lui, du coup, il travaille que en interne. Bon, il a parfois des appels avec le groupe avec lequel on travaille, mais du coup, lui, c'est relationnel au boulot, c'est que avec les employés d'Execo. Mhm. Et c'est un peu différent de Rodolphe, moins extraverti, je dirais, que Rodolphe, mais il a aussi un bon humour, mais plus réservé, je dirais. Euh, mais il s'entend très bien aussi avec tous ses développeurs, je pense. Et ouais, c'est aussi assez inné chez lui. Ouais, il arrive bien à sentir les personnes aussi, j'ai l'impression, parce qu'il s'entend bien avec toutes les équipes business aussi. Il Mhm. arrive à dire, bon, ben là, j'ai trop de travail, donnez-moi un peu moins de tâches, et donc faire sentir les choses, quoi. Ouais. Et comment, à vous trois, Rodolphe, Alexis et toi, vous arrivez à bien faire la bonne distinction quand il faut, dans un sens comme dans l'autre, entre votre relation amicale, puisque je pense que vous êtes quand même Ouais, assez, ouais. d'un point de vue, ouais, pote, amical, en tant qu'ami ou copain, et d'un autre côté, relation professionnelle dans laquelle il faut avoir une ligne directrice, avancer, il y a une certaine hiérarchie, etc., quoi. Il y a pas Ouais. des moments où c'est compliqué, ou enfin, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Mais ouais, c'est une bonne question, parce on a clairement un groupe WhatsApp à trois à côté, on a lancé la boîte, donc on est quand même potes. Au début, on était tout le temps à trois, donc on a beaucoup de souvenirs ensemble. Oui. Et je les considère vraiment les deux comme des bons amis, même si je les vois que au boulot, mais on fait quand même des petits trucs après parfois. Euh, En fait, je dirais que ouais, on a des manières de travailler très différentes parce que Rodolphe, il a déposé ses enfants le matin, donc il commence souvent plus tard. Et puis il travaille souvent encore le soir chez lui, quand ses enfants sont couchés. Alexis et moi, on est plus régulés où on vient de 9h à 18h. Mhm. Euh, mais je pense le fait qu'on arrive à séparer le côté privé et pro, bon, ça reste une startup où on fait des blagues tout le temps et on peut parler avec Rodolphe pendant un moment, pendant 10 minutes de tennis, hein, mais Mhm. et faire des blagues qui n'ont pas du tout à voir avec le boulot. Donc on n'est pas non plus des robots focus. Mais le fait qu'on a tous les trois des parts dans l'entreprise et qu'on se rend compte de l'enjeu aussi et qu'on veut pas que ça foire, quand on est au boulot et qu'on a des trucs importants à faire, on arrive à ne pas parler de n'importe quoi et se concentrer, quoi, tu vois. Ouais. Chose qui serait peut-être plus compliquée avec des employés qui, du coup, eux, se rendent pas compte des enjeux et qui ont quand même leur salaire à la fin du mois. Et donc se disent, bon, ben, tant pis, cette réunion, on l'a fait un peu mal et on prend pas note
et ça va passer aux oubliettes et il y a bien Rodolphe, Alexis ou Simon qui passeront derrière, qui verront le truc et tu vois. Donc je pense que ça se fait naturellement parce qu'on est tous les trois assez rigoureux, consciencieux et conscients de l'enjeu et qu'on veut pas se foirer. Je pense que c'est ça qui fait que. Mais Ouais. c'est pas pour ça qu'on n'est pas potes et qu'on déconne pas et qu'on parle pas d'autre chose parfois, quoi. Ouais, il y a un... Je sais pas si c'est la même chose partout entre tous les autres associés ailleurs. Peut-être qu'il y a parfois des associés un peu plus glandeurs ou des employés qui tirent un peu du coup dans un autre sens. Sûrement. On a clairement des employés parfois qui sont un peu moins focus et donc parfois faut un peu les recadrer. Mais entre nous, et ça de nouveau Rodolphe est assez bon aussi s'il a une remarque à me faire ou s'il a une remarque à faire à Alexis ou même s'il a nous on a une remarque à lui faire, il dit toujours vaut mieux toujours le dire que de rester dans son petit coin bloqué. Et Alexis et moi, on a quand même un peu moins comme ça. On est moins à dire les choses, même si moi, j'ai pas mal progressé au contact de Rodolphe. Rodolphe, il dit toujours, même, il faut plus communiquer que ne pas assez communiquer, quoi. Donc, dès qu'il sent qu'il y a un employé qui est un peu moins bien, ou que Alexis, par exemple, il se rend compte qu'il a beaucoup et donc il commence à être un peu plus renfermé, il se dit, putain, le pauvre Alexis, il a plein de trucs. Ben, il dit, il va boire un café avec Alexis et il commence à lui parler et il essaie de comprendre pourquoi, tu vois. Ou même moi aussi, pendant le Covid, j'étais tout le temps chez moi, j'avais eu vraiment un coup de moins bien au boulot où je m'étais dit, Execo avait pas encore décollé et j'avais dit, bon, ben, j'en avais parlé à Rodolphe parce qu'il avait provoqué la discussion en disant, ben ouais, je sens que t'es un peu moins dedans, là, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça, tu vois. Donc, clairement, des trois, c'est lui le meilleur là-dedans. Et donc, c'est lui qui arrive à dédramatiser certaines petites choses en parlant vite, quoi, tu vois. Et ça, je crois que c'est clé et ça m'a pas mal appris ce qu'il a fait. Même pour les toutes petites choses, hein, il voit le matin un employé qui arrive un peu la tête renfermée et il lui demande ah ça va, t'as l'air un peu mal, qu'est-ce qu'il y a, t'as un problème perso ou c'est le boulot et ils vont dehors, ils vont discuter et puis après au final c'est passé. Rien que le fait d'en parler après c'est bon, c'est passé quoi, tu vois. C'est le psychologue du groupe, quoi. Ouais. Ouais, franchement, il est bon là-dedans. Il sent vite les choses et les gens, et donc il voit vite quand il y a quelque chose qui va pas. Et après, c'est pas pour ça que si un employé fait rien et que c'est vraiment un glandeur, là, il va pas hésiter à le virer s'il faut, parce que on doit quand même gagner notre vie et on peut pas se permettre d'avoir des employés, surtout dans une petite structure qui sont pas à fond, quoi, tu vois. Mais si ça va pas, il essaie plutôt de comprendre et aller lui parler, d'abord. Ça, c'est clair. Ouais. Il t'avait remotivé comment pendant le Covid, là, quand ça allait pas trop? Ben, pendant le Covid, c'était avant qu'on lance le partenariat avec Moniz, donc j'avais vraiment la tête dans l'opérationnel où j'essayais de démarcher des clubs sportifs et culturels sans voir où ça allait mener parce que Moniz n'était pas encore signé et j'étais seul chez moi à développer le truc. Lui, il s'occupait à discuter avec Moniz un peu de son côté et donc comme on n'était pas au bureau ensemble, j'avais pas tous les updates tout le temps, tu vois. Donc on est revenu au bureau. En fait, là, je crois que c'est moi qui ai provoqué la discussion. Et j'ai dit à Rodolphe, écoute, moi, si ça continue comme ça, ça va être chaud. Il faut soit recruter quelqu'un pour m'aider, soit que ça se signe avec Moniz pour qu'on avance. Et donc, le fait d'en discuter, il était tout à fait ouvert à ce que je quitte l'entreprise. Il m'a pas forcé à rester. Mais le fait de m'expliquer un peu plus, à ce moment-là, j'étais encore assez jeune. Et donc, j'avais moins la vision de où on va aller et c'était moins clair. Il m'a dit, ouais, mais moi, je pense que si on signe avec Moniz, on va faire ça, ça va devenir grand, on va engager, nanana. Donc, il m'a donné un peu plus de visibilité sur la stratégie qu'il avait. Et donc, ça m'a réimpliqué dedans. Et au final, après, on a signé avec Moniz, on a recruté des gens et j'ai pris ce rôle de un peu plus manager qui m'a plus épanoui. Donc, ça s'est bien mis. Ça aurait pu mal se passer, hein, mais donc, il m'a remotivé un peu comme ça, je dirais. En discutant assez rapidement et en m'impliquant un peu dans la vision stratégique de comment il voyait le truc. Et donc, du coup, je me sentais plus impliqué, j'ai donné mes idées. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai été plus à lui donner des idées stratégiques aussi et qu'on en parlait plus souvent, quoi. Ouais. Même si on consultait avant, hein, mais. Ouais, je vois exactement l'idée. C'est vrai que là, le Covid et le télétravail a fait qu'on s'est un peu comme éloigné. La communication est quand même un peu moins fluide. Ouais. Lui, il était à fond dans le deal avec Moniz, qui devait discuter à fond, donc il avait la tête dedans. Il pensait peut-être pas que moi, à un moment, j'allais m'essouffler, tu vois. Et donc, ça a fait que ça a provoqué une discussion et on a discuté. Et après, c'est reparti encore de plus belle, quoi. Ah ouais, je vois exactement. C'est vrai que s'impliquer dans la vision globale, à long terme, comprendre le pourquoi, quoi, le why, à fond. C'est essentiel. Si t'es dans le comment, dans l'opération, dans la tête du guidon,
à moins que tu sois vraiment un profil qui aime ça et qui s'en satisfasse, Ouais. parce qu'à un moment donné, tu Ouais, on burn. a ça beaucoup avec l'équipe technique qu'Alexis gère. C'est que eux, ils développent logiquement un produit, mais après, ils n'ont pas de relation avec le client. Ils savent pas si on leur dit pas combien de clients il y a. Ils savent pas qui c'est le groupe up parce qu'ils discutent jamais avec le groupe français. Et donc, ils développent juste, et si ça se trouve, ils disent, il y a 5 personnes qui utilisent notre produit. Donc, à quoi bon faire un beau produit s'il y a que 5 personnes qui l'utilisent? Donc, nous, en fait, tout notre rôle maintenant aussi à Rodolphe, Alexis et moi, Oui. c'est que quand on a une nouvelle tâche à leur donner, c'est de donner du contexte, en fait. Et leur dire, ben, si vous développez ça, ce client-là, qui est un gros client, va être content. Donc, le groupe up va être content. Donc, nous, on va pouvoir attirer d'autres clients. Et ça va servir à ça, 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 exactement. Donc, maintenant, quand on leur donne des tâches, en fait, on essaye de faire une mini réunion avec eux ou l'expliquer par écrit dans la tâche. Pas en juste disant, fais-moi un plus beau template de facture, mais plutôt dire, fais-moi un plus beau template de facture pour que la responsable comptable n'ait plus de problème, pour que le client ne pose plus de questions sur le chat et pour que, in fine, on arrive à un produit plus lisse et que on n'ait plus ce genre de problème à l'avenir. Et donc, du coup, ça le motive plus dans sa tâche et il le fera peut-être mieux et il s'essouffle moins à long terme. Parce qu'à court terme, c'est viable de faire des tâches comme ça, la tête dans le guidon, mais sans vision long terme, c'est plus compliqué, quoi. Ouais, c'est ça. Tu réinscris le day-to-day ou les petites tâches quotidiennes Ouais, exactement. dans ta vision à long terme. Et donc, ça permet même au plus petit employé qui fait sa tâche dans son coin à comprendre dans quelle direction va le navire, quoi. Ouais. Ouais, parce que sinon, au niveau technique et même nous aussi, niveau marketing, tu designs un nouveau flyers, mais tu sais pas pour quel client ça va, si ça va ramener des clients ou pas. Au bout du troisième flyers, tu vas le faire un peu moins bien ou tu vas un peu être essoufflé, quoi. Et pour ça, on fait aussi des réunions mensuelles. Enfin, maintenant, on a un peu moins fait, c'est plutôt tous les 2 mois. On appelle ça le meeting alignement, où donc on essaie d'aligner toutes les planètes d'Execo avec toute l'équipe du coup. Donc là, on est 15. Et là, on parle de tout ce qu'on a fait côté business, tout ce qu'on a fait côté technique, et surtout quels sont les gros enjeux à venir. Et donc comme ça, l'équipe technique et l'équipe business va comprendre où est-ce qu'on veut être dans 3, 6 mois, et ils vont du coup faire toutes leurs petites tâches plus facilement parce qu'ils savent que c'est dans le but d'avoir développé cette grosse fonctionnalité peut-être dans 6 mois ou d'avoir lancé ce nouveau produit dans 6 mois, quoi. Donc il y a aussi tout ce rôle de communication auprès de toutes ces équipes parce que sinon cette information-là, elle est que auprès de Alexis, Rodolphe et moi. Il y a que nous qui l'avons dans notre cerveau, tu vois, parce qu'on est le plus en relation avec le groupe up et on fait tous les meetings priorités que je te fais, que je t'ai dit à nous 3 ou à nous 4 avec Benjamin. Et donc, faut leur redonner de la hauteur. Et donc, ça, c'est l'information qui doit circuler. Et donc, ça, on fait des meetings mensuels ou bimensuels. Et on leur donne la parole aussi s'ils ont des questions à ce moment-là, etc. Comment vous voyez les choses? Est-ce que vous n'avez pas des idées aussi, etc. Quoi, pour les impliquer un maximum. On n'est pas encore 100% parfait, mais on essaye maintenant de pas mal évoluer sur ce point-là. Ouais, donc c'est vraiment extrêmement social et communicationnel, quoi. Ouais, ouais, c'est sûr. Et dans les plus grosses boîtes, j'imagine pas, ça donne encore plus. Ouais. Pour que tout le monde soit au courant de toute l'info, que tout le monde soit impliqué, qu'on sache dans quelle direction on va. Tout à fait. Et pour éviter que les gens se démoralisent et du coup travaillent moins bien et ou alors se tirent la gueule et donc ça met une mauvaise ambiance et petit à petit ça déteint sur les autres et ça peut aller vite, hein. À fond. Ouais, Et en plus, nous, ce qui est, si on peut donner un peu plus de détails là-dessus, ce qui est compliqué, c'est qu'on gère pas tout en interne. Il y a toute la partie commerciale qui est chez le groupe up, qui est du coup nos investisseurs aussi, donc ils ont aussi leur mot à dire. Donc on n'est pas que maintenant, depuis qu'on a été investi par eux, on n'est pas que mettre à bord nous. Donc il y a aussi des infos qui viennent de leur part, qui viennent de notre part, qui viennent des clients. Les équipes tech ont parfois des idées, tu vois. Donc il faut tout centraliser et être sûr après qu'on prenne les bonnes priorités, qu'on aille dans le même sens. Donc ça, on a un business en plus plus compliqué de par ces partenariats qu'on a eu avec Moniz, avec le groupe up, etc. quoi. Ça vient un peu de manière externe aussi et pas que à l'interne. Parce que sinon, à interne, on est tous dans le bureau, ça va encore, on pourrait faire des réunions ou sans parler. Mais là, ça vient des clients, ça vient du groupe up, qui sont en France, donc ils sont loin, on n'a pas des réunions en présentiel tout le temps avec eux, tu vois. Ça rajoute un peu de complexité et de transfert d'informations. Ah ouais, je vois exactement. C'est vraiment intéressant. Mais il y a des outils hein, pour améliorer ça. Nos outils de gestion de projet, c'est très bien pour gérer tout ça. Dans ces outils de projet aussi, on intègre des roadmaps pour qu'ils voient
qu'est-ce qu'on développe quand, que l'équipe business voit ce que l'équipe technique développe dans les 3, 4, 6 mois à venir, et l'équipe technique voit ce sur quoi on bosse aussi au jour le jour, tu vois. Ils peuvent consulter ce qu'on fait. Et il y a aussi un autre appel qu'on fait qui s'appelle le weekly meeting tous les mercredis à 11h30, où là, c'est aussi toute l'équipe, une demi-heure. Et là, on donne pas la parole à tout le monde, sinon on serait trop long. Donc, c'est la même chose que ce qu'on fait tous les mois pour dire toute la stratégie, mais c'est plutôt Alexis côté technique et Rodolphe côté business ou moi, où on dit les 3, 4, 5 gros sujets qu'il y a eu sur le feu et qui arrivent comme ça, et s'il y a des questions, et on parle si on veut faire un team building, un peu un point RH aussi. Pas mal. Donc, en fait, avec toute l'équipe, il y a une fois par semaine, plus une fois par mois. Pas mal. Et après, avec ceux qui prennent plus les priorités, on fait à 4 avec Benjamin, Rodolphe, Alexis et moi, une fois par semaine, et une fois par mois aussi. Et puis, entre équipes, il y a des petites réunions d'équipe aussi. Les techs, ils font ça tous les matins, comme je t'ai dit, à 9h30 pour dire sur quoi ils bossent. Et nous, côté marketing, commercial, finance, on fait ça toutes les semaines ou 2 semaines pour voir quels sont les mini-focus dans ce département-là, quoi. Ouais, c'est une sacrée structure. Hein. Ouais, donc en fait, c'est découpé. Ouais, tout à fait. Toute l'équipe fait des réunions ensemble, puis après, les plutôt un peu plus décideurs, Alexis, Rodolphe et moi. Et puis encore plus précisément, les petites équipes, les petits départements, où ils sont 2, 3, 4 à chaque fois. Ouais, tout à fait. C'est intéressant. Ouais. Et moi d'ailleurs, je bosse moins maintenant sur la partie commerciale et marketing, mais je fais encore partie des petites réunions d'équipe avec eux, parce que j'ai des mini-tâches avec eux, et pour être sûr que ça avance dans le bon sens. Donc à terme, je devrais les laisser gérer ça eux, mais je fais encore partie de cet appel-là pour être sûr que tout le monde a les bonnes infos, et comme ça, ça me donne encore un peu, parce que sinon je suis peut-être encore un peu trop loin, et ça me donne parfois les bonnes infos pour améliorer un peu toute la gestion, le transfert d'informations et tout. Tandis que Rodolphe ne participe plus à ces petites réunions. Ouais, c'est ça. Rodolphe fait que les réunions d'équipe et les réunions de priorité avec Benjamin, Alexis, Rodolphe et moi. Donc lui a pris un peu plus de hauteur. Donc là, tu le vois dans les types de réunions qu'on fait, que lui a pris plus de hauteur que Alexis et moi par rapport à ça. Ouais, je vois. Bah, je sais pas si c'est la bonne structure, hein, mais pour l'instant, c'est comme ça qu'on fonctionne et ça avance pas mal. Donc, Ouais, tout à fait. Non, mais comme tu l'as bien expliqué, vous apprenez sur le tard, quoi. ouais, c'est ça. On a vraiment développé cette structure au fur et à mesure. Parce qu'au début, c'était à l'arrache, comme on était 3-4, sans réunion, juste comme ça, à l'oral. Mais maintenant, on arrive aussi comme une plus grande équipe. Avant, nous, on aimait bien tous venir au bureau. Maintenant, on a des employés qui aiment bien faire pas mal de télétravail. Donc, ça complexifie aussi le transfert d'informations. On peut pas directement en parler au bureau dès qu'il y a un petit problème ou dès qu'il y a un transfert d'informations. Il faut que ce soit documenté, donc écrit sur notre WhatsApp d'entreprise, tu vois. Donc, ça rajoute aussi des difficultés à ce niveau-là. Hein. Il y a des réunions où on est 3 en présentiel, mais il y en a un qui est en remote, donc qui est en vidéo. Chez lui, il entend peut-être moins bien, tu vois. Donc, il se sent peut-être un peu plus loin de la réunion. Et donc, c'est tous des petits trucs comme ça qu'il faut faire gaffe, et pour être sûr que tout le monde avance dans le même sens. Ouais, je vois. C'est quoi ton rêve? Au boulot? Professionnel, mais aussi plus largement, quoi, dans la vie, quoi. Mais ouais, notamment professionnel, ouais. Le plus grand, quoi, le plus grand que tu peux imaginer, quoi. Mais professionnel, je dirais, c'est lancer une entreprise, ou que ce soit une organisation même, ou sans but lucratif, ou une entreprise qui fait de l'argent, qui fonctionne, qui a quelque chose qui me motive, donc un but quand même qui me motive, autre que juste vendre un bête produit, donc quelque chose qui apporte de la valeur à d'autres personnes. Et moi, ce qui me plaît vraiment dans Execo, et ce qui serait chouette si j'ai un projet à moi après, avec pas mal d'employés, etc., c'est le fait de se dire, ben, on a réussi à créer quelque chose, une structure qui délivre un produit de qualité, qui a des employés qui vivent grâce à nous, entre guillemets, grâce à notre produit, parce qu'ils ont un salaire grâce à Execo, tu vois. Avoir réussi à monter quelque chose qui a créé un petit écosystème qui fonctionne bien, donc avec des clients qui sont contents, un produit qui est bien, des employés qui sont contents de venir au boulot, qui sont contents de recevoir leur salaire au bout du compte. Donc, il faut quand même générer de l'argent pour leur donner un salaire. Et donc, faire en sorte que tout ce petit microcosme-là, c'est très gratifiant, satisfaisant d'avoir lancé quelque chose qui permet ça, quoi. Et souvent, quand j'écoute des podcasts d'entrepreneurs qui ont lancé des trucs, ils disent souvent une de mes plus grandes satisfactions, donc c'est moins un rêve, là je suis un peu débordé sur plutôt satisfaction,
Ouais. C'est d'avoir donné du boulot à 200 personnes et qu'ils sont hyper contents de venir au boulot, ils se sentent impliqués, ils ont envie de pousser vers l'avant et qu'on relève des défis ensemble et qu'on change un peu la société grâce à notre produit et notre manière de travailler, quoi. Tu vois? Dis-moi si je me trompe, mais donc ce qui te motive à travers ce rêve, un peu ce qui driverait toute ta vie, ce serait quoi? De rendre les autres satisfaits ou heureux? Non, c'est plutôt une satisfaction, c'est moins un rêve, ça. C'est Ouais. plutôt un aboutissement, je dirais. Donc, ça, c'est pas vraiment un rêve. OK, c'est pas ça qui est le Non, non, c'est vrai, t'as raison. Non, plutôt le rêve, ce serait de lancer un produit ou un service qui révolutionnerait un marché, quoi. Là, avec ce qu'on fait avec Execo, on révolutionne pas un marché, mais on l'a quand même rendu beaucoup plus digital, beaucoup plus innovant, beaucoup plus moderne. Donc, on a quand même changé la donne sur ce marché-là. C'est le marché des avantages pour employer. J'aime bien ce marché parce qu'on est là depuis le début. Mais après, pourquoi pas lancer un truc dans un autre marché. Je sais pas quel marché comme ça. J'ai pas encore d'idée, comme j'ai pas encore beaucoup réfléchi à ça vu qu'on a la tête dans le guidon. Mais c'est très satisfaisant et ça fait rêver de lancer un truc ou d'être à l'origine de quelque chose, ou pas spécialement à l'origine, mais d'avoir contribué à quelque chose qui change la vie des gens et qui te dit, bah, ok, ça a vraiment facilité la vie des gens, ou le produit fait que tous nos clients sont hyper satisfaits. Je sais pas sur quel marché, donc je sais pas te donner des exemples, hein, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. et pourquoi tu aimes ça? Tu crois? Si parfois on sait pas mettre les mots dessus, hein, mais je veux dire qu'est-ce qui si tu sais si tu as une idée ou si tu en as pas, tant pis, hein, mais ouais, qu'est-ce qui te fait vibrer là-dedans? Mais ce qui me fait vibrer au final, c'est je pense, de me sentir utile et de me développer aussi en tant que personne. Et ça me, ça me convient mieux et ça m'intéresse mieux, plus de me développer en tant que personne pour quelque chose qui va changer la vie des gens, quoi, si tu veux. Donc c'est plutôt la finalité au final de changer la finalité des gens. Mais c'est quand même me développer au final dans cette fonction-là qui fait que ça me donne envie de lancer quelque chose ou de participer à une aventure comme ça. C'est quand même quelque chose de ce qui revient, c'est quand même quelque chose qui change le monde, quoi, ou qui change la façon dont les gens vivent ou un Ouais, truc ouais, révolutionnaire. quand même. Ouais. Ouais, quand même. Ça me botterait pas, et peut-être qu'il y a plein d'autres gens qui sont comme ça, de, par exemple, inventer un nouveau format de livre, et donc, du coup, faire fortune avec ça, Oui. et que ça révolutionne pas, et donc ça change pas vraiment la vie des gens. Parce que des livres, ça fonctionne déjà très bien maintenant, et c'est juste pour se faire de l'argent. Mmh. En fait, la finalité pour moi, et le rêve pour moi, c'est pas d'avoir plus d'argent, même si c'est satisfaisant et ça me rend heureux aussi d'avoir de l'argent. Mais la finalité in fine, ce serait plutôt de créer ou de développer quelque chose qui fait que ça change quelque chose dans le monde, tu vois. Que Ouais. ça améliore quelque chose, en fait. Mais on l'a pas souvent vu, aperçu ou réalisé ou conscientisé précédemment et même depuis longtemps. Enfin, en tout cas de l'extérieur, moi je parle pour moi, mais tu m'en as pas tellement parlé, mais j'ai l'impression à travers un peu les différents sujets qu'on aborde, est-ce que t'as pas un côté créatif plus important que tu ne le penses, au final, au fond de toi, qui doit s'exprimer ou qui aurait envie dans le futur de s'exprimer? Ouais, peut-être. Créatif Ouais, à tout franchement, niveau, ouais. hein. Ça peut Ouais, être avec ouais. les gens, mais ça peut être avec les choses, les objets, le produit, la boîte. Mais je veux dire, on sent que tu as là révolutionné un marché, même dans tes compétences sociales très diverses, etc. La qualité de Rodolphe, qui est créatif socialement quand il est en Ouais. one-to-one, etc., qui t'interpelle, etc. Tout ça, enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça, non? Ouais, c'est clair, à fond. Je pense aussi, et mais après, j'ai le profil aussi qui est un peu moins comme Rodolphe, moins fonceur que Rodolphe. Et donc, du coup, ça reste souvent dans la théorie dans ma tête. Et surtout là, maintenant qu'avec les échos, on a eu du boulot tout le temps, j'ai pas pu développer d'autres idées ou d'autres choses, tu vois, donc ça a pris beaucoup de temps. Mais comme tu dis, je le sens au fond de moi qu'il y a quand même un côté créatif qui est à développer. Après, que ce soit professionnel ou autre, ça, c'est peu importe, on verra comment ça se développe. Ouais. Mais c'est clair que ma prochaine expérience, j'aimerais bien qu'il y ait une intention plus créative, parce que là j'ai quand même eu pas mal de créativité au sein de la boîte, mais plutôt opérationnelle. Donc ouais, je suis d'accord, ouais, à fond. Et c'est un truc sur lequel je viens de mettre les mots dessus ou dont tu avais déjà un peu conscience depuis un moment? Enfin, je veux dire, est-ce que déjà consciemment, tu cherches à t'exprimer créativement, si tu veux, ou
ou à, ouais, est-ce que t'as déjà pris conscience de ça, etc., et tu veux je veux dire, est-ce que c'est déjà ton objectif clair d'essayer de développer ta créativité dans un domaine ou un autre, personnel ou professionnel, ou bien c'est encore trop endormi, quoi, en toi, ou... Ouais. Mais pour l'instant, je crois que c'est encore trop endormi. Je sais pas pourquoi ça se développe pas encore plus. Mais clairement, avec l'expérience d'Execo, au début, j'avais aucune vision stratégique de ce qu'on voulait faire. Bon, j'étais beaucoup plus jeune, hein, je sortais des études. Ouais. Donc je n'avais pas de créativité à ce niveau-là. J'étais plutôt, Rodolphe était beaucoup plus âgé et c'est lui qui avait lancé le truc. Donc j'étais beaucoup plus exécutant. Maintenant, il y a cette partie plus créative au niveau du management, etc. Donc ça m'a appris d'autres skills, si tu veux. Donc j'ai appris d'autres choses avec cette évolution d'Execo. J'ai fait différentes fonctions. J'ai dû me débrouiller quand même pas mal de fois parce qu'on n'avait pas beaucoup de ressources et j'étais un peu en solo. Donc ça m'a aussi développé de la créativité aussi parce que parfois il faut trouver des solutions très créatives pour des clients parce qu'au début notre produit c'était clairement il était clairement pourri donc fallait trouver de la créativité là-dedans. Donc ça m'a développé un peu cette partie créative. Mais après le fait de ouais, je sens que c'est quand même encore un peu endormi en moi. À mon avis, j'aurais peut-être besoin après l'expérience d'Execo d'un peu de temps pour bien réfléchir ou peut-être à la fin de l'expérience d'Execo déjà y réfléchir un peu ou même maintenant comment je pourrais développer cette partie-là parce que ça me manque un peu. Mais même dans ta vie personnelle, je veux dire, Ouais, c'est clair. en sport, Ouais. il y a des créatifs et des moins créatifs, ou dans n'importe quoi, tu vois, même, je sais pas, ensuite, moi, comment je le vois, c'est plus comme même un mindset, quoi. Tu peux même aller au boulot par un autre chemin le matin, c'est déjà un peu de la créativité, quoi. Et si tu le fais Ouais, tout à fait. constamment, après, bon, ça, c'est pas extrêmement satisfaisant, mais, ouais, en sport à fond, en testant une nouvelle activité, Ouais, sportive, tout à fait. musicale, des lectures. En fait, c'est plus je fais le lien avec ce que tu disais sur Rodolphe tout à l'heure, c'est plus un mindset en fait d'aventurier ou Ouais, je suis d'accord. de leader curieux ou ouvert d'esprit, quoi, en fait. Enfin, c'est un peu comme ça que je le traduis, quoi. Ouais. Bah, ces dernières années, je sens que ça s'est quand même un peu développé. Ouais. Et j'ai toujours eu ce profil très polyvalent à vouloir, comme je te disais, tester différents sports. Ouais. Et même dans les sports que je pratique, que ce soit le tennis ou le paddle, je sens qu'en le faisant, j'ai de la créativité, tu vois. Je vais pas toujours faire le même coup au paddle parce que, tu vois. Et donc, je vais réfléchir à d'autres coups. Et donc, parfois, les gens sont en face, sont un peu désarçonnés et disent, ah, mais comment t'as pensé à faire ce coup-là, tu vois. Donc, je sens qu'il y a une petite partie créative en moi là-dedans qui s'exprime du coup à travers le sport souvent. Ou même parfois, aller toujours dans le même bar, boire un verre, ça m'emmerde. Je préfère aller dans un bar pourri au coin de la rue et tester un autre, quoi, tu vois. Donc, dans toutes ces petites choses-là ou en vacances, là, cet été, on regarde peut-être pour partir en Albanie, ben, je préfère de loin aller là que de retourner au Portugal où on a déjà été 20 fois, tu vois. Donc cette partie créative-là se retrouve là dans certains aspects. Mais après, j'ai un autre point qui est bloquant, et c'est pour ça que ça reste un peu trop endormi en moi. C'est que j'ai beaucoup de choses à faire avec Execo, donc ça demande de l'énergie, et donc ça pompe de l'énergie pour le reste. Et j'ai aussi ce côté un peu aussi me faire embarquer par la routine, Ouais. tu vois. Et donc j'ai ce côté créatif, mais moins ce côté entreprenant. Celui-là est encore moins développé, si tu veux. Donc j'ai de la créativité en moi, mais après prendre le lead de dire bon ben ok, je vais faire un week-end une fois où je pars en vélo tout seul là-bas. Je prends encore un peu moins, bon pour les petites choses je le fais, hein, mais pas pour tout. J'ai moins l'esprit que d'autres personnes entreprenantes en disant allez go on y va, tu vois. Alors que dans ma tête j'ai la créativité, tu vois. Mais je pense Donc, que c'est un dans peu un paradoxe entre les deux. évidemment, il y a plein de différences entre les gens à ce niveau-là, mais je pense que peu importe le niveau ou l'implication dans la créativité de la personne, je pense que énormément, en tout cas, de personnes créatives ont ce problème-là. Ouais, C'est, là, je c'est trop parlais dans la encore tête. avec un pote graphiste, là, que tu connais, et le truc, c'est en fait, comment tu fais pour, je sais pas, il veut se remettre au dessin, euh, tu peux vite mettre 1, 2, 3, 4, 5 semaines pour te Ah, c'est clair. bloquer une demi-heure pour faire quelque chose que tu as envie de faire, quoi. Et Ouais, et c'est clair. donc ce que tu dis, je pense que ça doit même être un truc, même quand tu entends les plus grands écrivains, les plus grands peintres et compagnie, c'est souvent un peu, en fait, c'est un truc qui leur font du bien, mais qui est contraignant d'un certain point de vue, quoi. Ouais, tout à fait. Bah ouais, moi ça fait longtemps que je pense
à faire du piano, acheter un petit piano électrique et essayer de m'y tester, tu vois, parce qu'on n'a jamais fait dans la famille des instruments de musique, on a fait que du sport. Et ce serait hyper intéressant, je suis sûr que ça m'apporterait plein de choses, mais ça demande du temps, donc je dois annuler d'autres activités pour lesquelles j'ai des habitudes, j'ai des amis que j'aime bien faire aussi. Et donc, du coup, tout ce petit train-train-là me bloque pour avoir cette créativité, alors que je sens qu'elle est en moi, tu vois. Et qu'est-ce que ça t'apporte quand tu fais un coup spécial nouveau, tout à fait disruptif au paddle, en tennis, ou dans n'importe quel autre domaine, dans une réunion chez Execo ou n'importe où, mais quand tu arrives à être créatif par éclair ou à certains moments, les quelques secondes ou minutes après, qu'est-ce que ça te procure, quoi? Tu te sens comment? Jouissif à fond. Ouais, c'est ça. Ouais, que ce soit au boulot, si j'ai mis un nouvel outil en place que j'ai testé et que ça marche hyper bien, que ça va nous faire gagner du temps de fou, je me dis ah ouais putain ok j'ai bien fait de le faire, j'ai bien fait de pousser. Et même chose au paddle, quand j'arrive avec un nouveau coup et que j'arrive à marquer un point grâce à ça, c'est beaucoup plus satisfaisant que plutôt que d'avoir fait mon même coup droit que je fais d'habitude et qui fait aussi le point, tu vois. Ouais. Et quand je joue au paddle par exemple, pour prendre cet exemple-là qui est peut-être plus parlant, je suis constamment dans l'analyse, regarder le positionnement de l'autre, le positionnement de mon partenaire, et essayer de trouver un nouvel angle, un nouveau coup pour essayer de m'améliorer, quoi, tu vois. Donc je suis constamment dans cette recherche-là, au tennis aussi, au hockey peut-être un peu moins parce que c'est un sport collectif et donc tu as un peu moins la balle et tu dépends un peu plus des autres. Mais quand c'est individuel comme ça, je je regarde tout le temps qu'est-ce qu'il faut faire, je suis tout le temps dans la recherche et donc du coup dans un peu de la créativité à ce niveau-là. Alors que je suis sûr qu'il y a d'autres joueurs qui se disent bon ben moi je joue comme ça au paddle depuis toujours, je reste comme ça, j'essaie juste d'améliorer mes points forts, tu vois. Ouais. Et tu penses pas dans quand t'es créatif ou quand tu penses à être créatif, tennis, en sport, au boulot, n'importe où, est-ce qu'il n'y a pas chez toi le frein de les autres qui rigolent, les critiques, le fait que c'est pas accepté, c'est en dehors des sentiers battus, même un sourire chez l'autre qui veut en dire long, Ouais. qui te hérisserait les poils et qui te dirait mince, en fait j'ai plus envie de le faire parce que je me fais pas accepter, c'est trop bizarre, c'est trop différent, les autres n'aiment pas ça, etc. Ou chez toi ça n'arrive pas, ou t'arrives à complètement passer au-dessus. Ça se passe comment? Mais pour l'exemple du tennis, paddle et boulot, c'est plutôt la peur du résultat qui me Ça bloque un peu et que je me dis si je tente peut-être ce coup-là, on va perdre le point et donc du coup alors que si j'avais joué le coup classique, on l'aurait gagné, tu vois. Et donc du coup, je suis moins créatif à cause de ça, tu vois. Et après le point d'après, je me dis oh merde, je tente quand même, je le fais, tu vois. Donc parfois ça me restreint, parfois pas. Et après pour d'autres choses, je sais pas quoi comme exemple, mais ouais, clairement le regard des autres parfois me bloque aussi et je me dis merde, je vais du coup si je fais cette activité-là qui est un peu plus hors des sentiers battus, je vais du coup pas aller boire un verre avec mes potes qui était prévu et donc du coup ils vont se dire putain lui il vient plus boire un verre avec nous et donc je vais penser à leurs remarques et ce qu'ils vont penser et peut-être que je l'annule ou je pousse moins pour faire cette nouvelle activité à cause de ça, tu vois. Ouais. C'est clair. Mon côté très très relationnel, communicant, besoin de Ouais. voir pas mal de gens me bloque aussi à ce niveau-là. Mhm. Et mon côté aussi au boulot rigoureux Oui. etc., me bloque aussi d'un autre côté à être très créatif parce que j'ai aussi un devoir et une envie d'être très rigoureux et que tout soit bien cadré, tu vois. En fait, tu as vraiment en toi les deux tendances. C'est l'objectif de résultat, Ouais, dans lequel tu dois quand même assumer. Et par exemple, si je prends l'analogie du tennis, bah, il faut rentrer la balle dans le court une fois de c'est plus ça. que ton adversaire pour gagner le point. Ouais, Et l'objectif jouissif personnel pour kiffer, pour profiter de faire un coup tout à fait nouveau, disruptif, créatif, ouais, risque de le rater et de perdre le point. ouais. Ouais, au tennis, c'est vraiment ça. J'ai ça dans ma tête tout le temps. Un diable à gauche et un diable à droite. C'est ça. Donc la question, c'est est-ce que tu veux plus gagner le match ou plus prendre ton pied en faisant quelque chose de nouveau, quoi. Ouais. Et où est-ce que tu mets la balance, quoi. Ouais, pour l'exemple du tennis, et tu le connais, c'est que j'avais un jeu très défensif. Et Ouais. je pense que pour devenir un vraiment meilleur joueur, je dois changer ce jeu-là et je peux pas que me reposer là-dessus, tu Mhm. vois. Et donc, je dois passer par une période où pendant 10, 15, 20 matchs, je vais essayer d'attaquer, je vais faire des fautes et je vais perdre ces matchs. Ouais. Pour peut-être être meilleur plus tard au long terme. Mais Ouais. c'est pas sûr.
Et donc, j'ai ce côté-là qui dit, bon, ben, tu gagnais quand même des matchs avant avec cette technique-là, pourquoi tu la continues pas? En plein match, à la moitié du match, je me dis, merde, je repasse à ça. Mhm. Et au final, je me dis, mais non, je dois continuer, je dois aller à fond dans mon idée d'être plus créatif et plus attaquant. Et donc, je repasse à cette idée-là, tu vois. Ouais. Et donc, je suis un peu entre deux, et là, j'ai pas encore fait mon choix tout à fait. Bon, ça va quand même plutôt vers le côté créatif, mais ça a mis du temps à se mettre dans ma tête. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce que tu devrais, si tu devais penser à une chose, si tu pouvais me donner un seul conseil pour mon podcast et ma nouvelle activité sur YouTube et on va dire, dans la communication, là, pour le coup, plutôt à travers des longues conversations, podcasts, mais aussi dans sa globalité, quoi. Donc, c'est plus petites vidéos et puis toute l'infrastructure qu'il y a autour. Et puis sur ma personne aussi, mais dans le côté professionnel, si tu devais me donner un seul conseil pour ça et pour ma carrière future, qu'est-ce que tu me dirais? Ben, moi, je dirais le conseil qui me parle le plus à moi, c'est... Ça peut être, attends, j'insiste, mais ça peut être ici, ou ça peut même être les deux. Pour moi, hein, je parle pour ma personne, de ce que tu me connais, mais ça peut être aussi quelque chose que tu penses que je devrais arrêter de faire et que je continue à faire, mais qui me freine. Et tu pourrais même répondre aux deux questions si tu as deux idées, quoi. Donc vas-y, je te laisse développer. Ce serait le conseil qui résonnerait le plus en moi parce que c'est le plus compliqué pour moi à mettre en place, c'est oser se lancer et si tu le sens, il faut tenter une nouvelle version de podcast, il faut tenter une nouvelle chose, il faut tenter une vidéo YouTube, il faut tenter même un Instagram ou d'autres choses, ou tenter une nouvelle réunion avec tes clients. Donc, oser se lancer, je dirais que c'est quand même le principal parce que nous, au boulot, le nombre de fois où on lance un truc et au final ça foire, au pire quoi, on a perdu quelques heures. Bon après, faut pas non commencer à lancer tout et n'importe quoi. Faut que ça ait du sens et que tu le sentes bien. Mais après, si tu vois, s'il y a moins de 2-3 freins qui te bloquent, il faut y aller. Après, s'il y a 20 freins qui te bloquent, là, n'y va pas parce que tu es assez malin pour te dire que ça va pas fonctionner, ça sert à rien de le lancer. Mais moi, ce que je me dirais à moi, et donc je le dis à toi, c'est oser y aller et tenter les choses. Au pire, ça foire, t'as perdu une heure à tenter ce truc. Et même le fait de foirer ce truc et de tenter ça va te donner une autre idée par après. Tu vas rebondir sur une autre et c'est parti, quoi. Ouais. Okay. Moi, je me dirais ça à moi et donc à toi aussi. Après, tout le reste, t'es assez malin, tu connais assez bien ce que tu fais, t'as déjà lu assez de bouquins, t'as déjà eu pas mal d'entretiens avec assez de gens. Là, maintenant, tu t'ouvres à d'autres formats, podcasts, etc. Moi, je dirais que ce serait principalement d'oser tenter de nouvelles choses et ça va t'apporter des choses. Ok, tout à fait. Comme tous les créatifs, de pas garder ça en tête et plutôt mettre ça sur papier et le lancer, quoi. Facile à dire. Hein. Passer à l'action et pas avoir peur de prendre des risques, quoi. Ouais. Et si tu devais pointer une chose que je devrais arrêter de faire, toi qui me connais quand même relativement bien, forcément dans le boulot, mais bon, tu vois bien, je pense que tu as une bonne idée de comment je travaille ou comment je travaille mal même. Donc, qu'est-ce qui, tu vois, un truc à l'inverse, je devrais que de ton point de vue extérieur à moi qui me freine, quoi. Ouais, moi, je crois que le plus gros point bloquant qui va arriver pour toi, maintenant tu lances un peu ton truc seul, etc. T'es encore seul. Mais je crois que le plus gros point bloquant pour toi, ça va être si tu vas vouloir grandir, de donner ton bébé à d'autres personnes. Et ça a été chaud pour nous chez Execo, c'est d'engager des personnes qui vont faire le boulot que tu fais pour le moment. Mais je dis pas qu'ils doivent faire les podcasts eux, hein, mais peut-être monter la vidéo, etc. Mais nous, ça a été quand même dur. Et pourtant, on a des profils assez coulants pour ça et on accepte l'erreur, etc. C'est de dire, ben maintenant, toute la partie commerciale, on va la faire par quelqu'un d'autre et nous, on va juste le manager, quoi, tu vois. Et si ça se trouve, il va foirer son premier appel avec le premier client, on va rater le premier client et alors que nous, on l'aurait peut-être eu parce que Rodolphe le fait mieux, tu vois. Et donc, arriver à déléguer sur certains points où t'es pas expert, quoi. Ouais. C'est vrai que Et passer à l'action, mais ça, je te l'ai déjà dit. Donc, arrêter de trop réfléchir et plutôt passer à l'action, mais ça, je te l'ai déjà dit. Sinon, ce serait ça le principal conseil, hein, mais. Ouais, exactement. Mais arriver pour certains trucs à déléguer et s'entourer d'experts. Bon, après, ça demande souvent de l'argent, donc faut le bon moment pour le faire, quand ce sera assez grand pour le faire.
Mais et nous, un autre truc, peut-être un bon conseil pour les gens ou pour toi, c'est que souvent quand tu lances quelque chose, tu as des opportunités à gauche, à droite, partout. Donc là, toi, tu as l'opportunité peut-être de faire un partenariat avec quelqu'un, tu as peut-être l'opportunité de faire une conférence en anglais au Canada, ou des trucs dans tous les sens. Et toujours se recentrer et dire, dès qu'il y a une opportunité, dire, ben, où est-ce que je veux être dans 1, 2 ou 3 ans? Est-ce que cette opportunité-là va dans ce sens-là ou est-ce que ça s'écarte trop, tu vois? Parce que nous, on aurait pu, au début, on faisait une plateforme de sport, on aurait pu partir sur une bête plateforme de réservation pour les gens sans passer par les entreprises, ne pas s'associer avec Moniz. On a eu des partenariats pour s'intégrer dans des systèmes de réservation, dans des terrains de tennis. Mais est-ce que nos clients allaient jouer au tennis? Peut-être qu'on n'a pas beaucoup de clients qui jouent au tennis, tu vois. C'est peut-être juste parce qu'on aimait bien le tennis qu'on voulait le faire, tu vois. Des trucs comme ça. Et donc, pas commencer à partir à gauche, à droite. Et donc, être créatif et continuer à lancer des trucs, mais vraiment dans la ligne directrice de là où tu veux amener ton boulot, quoi. Ouais, je vois tout à fait. Pas se perdre, en fait, quoi. Pas Ah, perdre. c'est bien, ouais. Et Bon. c'est dur parce qu'au début, tu te dis, bon, ben, je suis pas encore très développé, je vais tenter à gauche, à droite, lancer des trucs avec des partenaires et des choses. Mais souvent, tu perds alors un peu ton focus sur le principal. Ouais. Et donc, ça ne sert pas ta mission finale. Et donc, c'est chaud parce que d'un côté, je te dis d'être créatif et de lancer des trucs. Ouais. Mais après, de pas non plus commencer à partir tout à fait à droite et prendre un virage de l'autre côté parce que sinon, dans 6 mois, tu vas dire, ah merde, ça m'a pris 6 mois ça et j'ai pas avancé sur ma mission principale. Et Ouais. maintenant, c'est trop tard et j'ai perdu trop de temps, tu vois. Donc, c'est ça très dur. C'est de nouveau une balance à trouver entre les deux. Il faut être créatif, innovant, oser se lancer, tout en ne pas s'éparpillant et osant laisser à d'autres experts faire certaines choses de ton business, quoi, tu vois. Ouais, je vois tout à fait. Ouais, c'est vraiment un équilibre à trouver, quoi. Ouais. Ouais, c'est vraiment pas évident parce que ça part à gauche, à droite et il faut tenir la barque au milieu. Bon, c'est top. Merci beaucoup pour cette conversation, pour ces réponses. C'est vraiment hyper éclairant. Ouais, c'était intéressant. Pour finir, je dois juste te poser encore une question, la question Ouais. qui tue. C'est quoi pour toi le sens de la vie? Très bonne question. Euh, pour moi, le sens de la vie, c'est quoi? Je dirais me développer. Donc, faire grandir ma personne, que ce soit via d'autres, en lançant un boulot, en jouant au piano, en cherchant de comment être heureux. Mais in fine, c'est quand même essayer de me développer personnellement, professionnellement. Donc à chaque fois faire un peu évoluer une partie de moi, quoi. Dans Ouais. toutes les petites choses que je fais, je dirais. Mhm. Et ça peut être tout, hein. Ça peut être boire un verre avec un copain qui se sent pas bien. Ça peut être aller en vacances dans un nouveau pays. Ouais. Ça peut être quitter son boulot parce que voilà, tu te mets dans une zone d'inconfort et de devoir rechercher un nouveau boulot, tu vois. Mhm. Mais toujours dans le sens de se développer soi et pour pas rester trop figé et toujours la même chose. Bon, après, c'est facile à dire, hein. Là, j'ai l'impression d'avoir une vie de fou et de me mettre tout le temps en question. Mais là, pour l'instant, ma vie est plutôt toujours la même tout le temps. Mais garder ça en tête et dans toutes les petites actions qu'on fait, essayer de se développer soi intérieurement, quoi. La réalisation de soi, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Super. Bon, ben top. Mille merci pour la converse. C'était vraiment très intéressant. Je vais arrêter Ouais, l'enregistrement. non, c'était cool. Ouais. Attends, je vais juste un peu